Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Il a été le fugitif le plus recherché de France, le suspect numéro 1 dans l'assassinat du préfet Claude Érignac, tué le 6 février 1998 à Ajaccio. Interpellé, condamné à perpétuité, Yvan Colonna purge sa peine à la centrale d'Arles. Agressé par un détenu djihadiste le 2 mars dernier, le berger corse est toujours dans un état critique. Une agression synonyme aussi de protestation sur l'île de Beauté. Le cas Yvan Colonna qui embrase la Corse, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Marine Stromboni, journaliste à la rédaction de La Provence et responsable de la rubrique Corse. Marine, pour commencer, retour sur la date du 6 février 98, interruption de programme sur l'antenne de France 3 Corse via Stella. Le rédacteur en chef prend la parole pour annoncer la mort de Claude Érignac. Nous venons de l'apprendre, le préfet de région Claude Érignac a été assassiné. Pour l'heure, toutes les pistes, j'imagine, de la part des enquêteurs pourront être exploitées. Alors ce 6 février 1998, Marine Stromboni. Le préfet de Corse, Claude Érignac, dépose sa femme devant le théâtre Calisté, va garer sa voiture et ensuite remonte l'avenue à pied pour la rejoindre. Et avant d'atteindre le théâtre, il est abattu de 3 balles dans la tête. Qui est alors le préfet Claude Érignac ? Le préfet Claude Érignac, c'est un homme qui est plutôt respecté, qui a la réputation d'être discret, de vivre très simplement. Il conduit lui-même sa voiture, par exemple. Il a 60 ans à ce moment-là. Retour sur la scène de crime dans les rues d'Ajaccio. De quels éléments les enquêteurs disposent-ils au moment de l'assassinat ? En ce qui concerne l'assassinat du préfet Claude Érignac, il n'y a aucun témoin. Il n'y a pas non plus de preuves matérielles. Le tireur dépose l'arme à côté du préfet, mais sur cette arme, donc un Beretta 9 mm précisément, on ne retrouvera aucune empreinte. Surprise d'ailleurs au sujet de cette arme, elle avait été 5 mois auparavant dérobée à 2 gendarmes au sud de l'île. Reste que cet assassinat soulève une vague d'indignation en Corse. Dès ces premiers moments, on est déjà dans un chaos qui va se poursuivre pendant toute la durée de l'enquête et du procès pendant plusieurs années. Dans la rue, Marine, la population se mobilise. Par la suite, effectivement, dans l'île, qui depuis plusieurs années est dans un état de tension extrême avec beaucoup de violence nationaliste, c'est le choc, c'est la stupeur des milliers de Corses descendent dans la rue pour dénoncer l'assassinat du préfet Claude Érignac. On évalue à environ 20 000 personnes, donc le nombre de personnes qui manifesteront à Ajaccio et Bastia. Déjà plongée dans un climat de violence, la Corse est alors sous le feu des projecteurs. Au plus haut sommet de l'État, l'assassinat du préfet Érignac indigne, comme ici à l'Assemblée nationale, lors de cette allocution de la ministre socialiste de l'Emploi, Martine Aubry. Notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux. Je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants. Toute la classe politique, effectivement, est touchée, choquée, sidérée. Marine Stromboni. De Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre, à Jacques Chirac aussi, qui qualifiera cet acte de barbarie. Toute la classe politique, donc, ressent une grande émotion. Et donc, c'est dans ce contexte-là, c'est à ce moment-là que l'enquête va démarrer. Une enquête difficile, une enquête où l'omerta règne, une enquête qui cristallise aussi les tensions entre la police et la gendarmerie. Quelques mois après l'assassinat du préfet Érignac, les indices sont rares, mais les interpellations sont très nombreuses. On va assister en Corse à une vague d'arrestations absolument énorme. Donc, on parle de 368 arrestations entre février et novembre 1998. On a aussi de très nombreux témoins qui seront entendus. C'est un moment où il ne se passe pas un matin quasiment encore sans qu'il y ait les forces de l'ordre qui aillent taper à la porte d'un citoyen à 6h du matin.
Alors que l'enquête patine, la nomination du nouveau préfet Bernard Bonnet va changer la donne. En parallèle des investigations de la police et de la gendarmerie, le préfet missionne un groupe d'enquêteurs. Le 16 novembre 1998, il transmet au procureur une note avec le nom de nationalistes qui seraient impliqués dans la mort du préfet Erignac. Dans la nuit du 21 au 22 mai 1999, 4 hommes sont interpellés. Les interpellations dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac et 8 personnes sont toujours entendues à la division nationale antiterroriste à Paris. À l'issue de leur garde à vue, le nom d'Ivan Colonna est livré. Il est présenté alors comme étant l'auteur des coups de feu sur le préfet. Averti de cette accusation, le berger de Cargèse se défend, comme on peut l'entendre dans ce document audio. Il faut des coupables à tout prix. On trouve des gens qui ont le profil. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on y est pour rien. Mais l'étau se resserre, une interpellation est prévue. Défaillance alors dans les services de recherche, Ivan Colonna prend la fuite avant même d'être interpellé. Marine, c'est le début d'une cavale. Oui, alors une cavale qui va durer 4 années. 4 années durant lesquelles le spectre d'Ivan Colonna se propagera un petit peu partout. Donc il y aurait des gens qui disent l'avoir vu en Grèce, à Disneyland aussi, il me semble. Et donc, au bout de ces 4 ans, Ivan Colonna finira par être retrouvé à Cargèse. Dans ce laps de temps, le procès des autres membres du commando Erignac s'ouvre le 2 juin 2003 à la cour d'assises spéciale de Paris. 8 hommes comparaissent. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Au cours du procès, les 2 hommes reconnaissent d'ailleurs leur culpabilité, mais dédouanent Ivan Colonna qui, hasard ou coïncidence, est arrêté pendant le procès le 4 juillet 2003. La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac. On vient d'entendre à l'instant le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. Cette annonce va faire du bruit. Quand Nicolas Sarkozy annonce l'arrestation d'Ivan Colonna, non seulement on sent une sorte de satisfaction qui pourrait d'ailleurs s'expliquer par le temps qui s'est écoulé entre l'assassinat du préfet Claude Erignac et l'arrestation effective d'Ivan Colonna, présumé innocent, mais néanmoins recherché et en cavale depuis 4 ans. Mais ce qui choque énormément, et pour cause, c'est que à ce moment-là, Nicolas Sarkozy parle de l'arrestation de l'assassin du préfet Claude Erignac. Or, effectivement, tant qu'on n'a pas été déclaré coupable, on est présumé innocent. Le 12 novembre 2007, la cour d'assises de Paris accueille cette fois-ci le procès d'Ivan Colonna. Sa ligne de défense ne change pas. Il continue de se dire innocent. Il faut savoir que quelques temps après son arrestation, je crois que c'est Pierre Alessandri, l'une des personnes qui a été condamnée lors du procès de 2003 à perpétuité, écrit une lettre où il se désigne lui-même comme tireur. Mais cette auto-accusation ne change rien. Ivan Colonna est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats font appel, ça ne donne rien. La peine est confirmée. Antoine Solacaro, avocat d'Ivan Colonna, fait alors part de son indignation. Nous pensons qu'il n'existe pas en France un magistrat suffisamment indépendant pour acquitter Ivan Colonna, malgré la preuve que nous avons faite de son innocence, malgré la vacuité du dossier de l'instruction. Réaction attendue de l'avocat, reste aussi quand même des questions qui sont en suspens, Marine Stromboni. La complexité de ce procès d'Ivan Colonna, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Donc pas d'empreintes, pas de témoins oculaires, des complices qui vont le désigner, qui vont se rétracter ensuite. Ivan Colonna qui continue de clamer son innocence. Il y a aussi certains éléments balistiques, un certain profil qui avait été dressé par des experts qui ne correspond pas précisément à Ivan Colonna. Tout ça ajoute à l'incertitude, à la difficulté et effectivement les avocats d'Ivan Colonna pointent toutes ces choses. Un verdict qui va donner lieu à des réactions sur l'île de Beauté, du côté des victimes, du côté de Dominique Erignac, épouse du préfet assassiné. C'est en revanche la fin d'un combat. Nous avons dû subir 4 années de cavale, le refus des responsabilités et la manipulation. Madame Erignac, c'est une femme qui, quand on l'interroge et quand elle apparaît publiquement, est très
très très digne, très droite aussi. Quelque part, elle a une attitude qui force un petit peu le respect. Et quand elle parle, quand on l'entend parler, on sent toujours, voilà, elle a cette voix se phraser où on sent poindre la souffrance, et c'est ce qu'on entend là dans cet extrait. Bande passante, l'info décryptée. Malgré les recours, la condamnation d'Ivan Colonna est confirmée, à l'instar d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Il est incarcéré dans différents établissements pénitentiaires de France pendant un certain temps. Le cas des nationalistes corses n'est plus évoqué, mais Marine Stromboni, les familles des condamnés vont faire une demande récurrente, c'est celle du transfèrement des détenus. Les demandes de transfèrement, elles sont faites par Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, donc les deux autres personnes qui, avec Ivan Colonna, ont été condamnées à une peine de perpétuité pour donc l'assassinat du préfet Claude Érignac. Leur demande de rapprochement, de transfèrement, elle est justifiée par le rapprochement, puisque ce sont des hommes qui ont toute leur famille en Corse, et donc on sait la difficulté que ça peut être pour des insulaires de se rendre sur le continent pour aller visiter un détenu. Pourquoi ces demandes n'aboutissent pas ? Ces demandes sont, depuis donc plusieurs années, notifiées d'un avis favorable par l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire qui donne un avis consultatif. Ce n'est pas elle qui prend la décision finale, c'est le ministère de la Justice qui, encore une fois jusqu'à présent, n'a pas suivi cet avis et leur a refusé le rapprochement. Il y a néanmoins eu un changement en fin d'année dernière, donc en fin 2020. Donc jusqu'à présent, c'était le ministère de la Justice qui tranchait, mais Éric Dupond-Moretti étant désormais ministre de la Justice et ayant défendu Ivan Colonna, c'est Matignon qui a récupéré cette prérogative. Et donc désormais, c'est le cabinet du Premier ministre qui décide d'accorder ou pas ce rapprochement aux prisonniers politiques. Fait majeur dans ces demandes de transfèrement, c'est le soutien de la classe politique. Ces demandes sont appuyées politiquement. Au niveau de la Corse, effectivement, depuis plusieurs années, le rapprochement des prisonniers politiques fait partie des principales demandes de la collectivité de Corse depuis l'arrivée des nationalistes au pouvoir en 2015. Mais là, ces derniers mois, ce qui a changé donc ce qui a évolué en décembre, il me semble, dernier, 2021, c'est que d'autres parlementaires ont joint leur voix à celle des élus corses pour demander le rapprochement de Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Ivan Colonna dans une tribune du Monde. Une tribune publiée en 2021, depuis rien n'a changé. Sur l'île de Beauté, la grogne a continué de monter à ce sujet du transfèrement des assassins du préfet Érignac. Un contexte de tension avant l'attaque terroriste à l'encontre d'Ivan Colonna le 2 mars dernier dans la centrale d'Arles. Ivan Colonna se trouve dans la salle de musculation de la prison. Un autre détenu arrive. Il est chargé de faire le ménage dans la salle de musculation. C'est un emploi, il est rémunéré pour ça. Et il va prendre par surprise Ivan Colonna, le passer à tabac pendant plusieurs minutes. Il va également l'étrangler à main nue, lui mettre la tête dans un sac en plastique. Marine, connaît-on les raisons précises de cette agression ? L'agresseur, Franck Long Abbé, c'est un détenu radicalisé, désigné comme djihadiste, qui très rapidement justifie son geste par le fait que Ivan Colonna aurait blasphémé. Une agression très violente entre la vie et la mort. Ivan Colonna est transféré alors à l'hôpital nord de Marseille. Marine, une information judiciaire est ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. En Corse, la classe politique s'indigne. Ce qui interroge en Corse, la classe politique qui s'est beaucoup exprimée à ce sujet, c'est comment, dans une maison centrale, deux détenus, tous les deux d'ailleurs inscrits au registre des détenus particulièrement signalés, peuvent se retrouver seuls,
sans surveillance. Et sans surveillance en plus, pas tant que ça, puisque la salle est équipée de caméras de vidéosurveillance qui ne sont pas des caméras de vidéosurveillance d'enregistrement, mais devant lesquelles il est censé y avoir un agent pénitentiaire. Et des interrogations qui alimentent la contestation à Corté, à Ajaccio. Marine, vous avez pu suivre des manifestations. Elle est à l'initiative des syndicats étudiants nationalistes pour soutenir Yvan Colonne et sa famille, avec un mot d'ordre que l'on retrouve dans l'île depuis les premières manifestations, qui est Stat Francese Assassino, qui signifie État français assassin, et qui était inscrit sur des banderoles déroulées pendant la manifestation, inscrit sur des pancartes également, aux côtés d'autres pancartes affichant soutien à Yvan, justice et vérité pour Yvan. Mais voilà, ça remet un petit peu le contexte et le climat. Des revendications, symbole aussi de la contestation plus globale de la collectivité de Corse à l'égard du gouvernement. L'agression d'Yvan Colonne fait ressurgir effectivement beaucoup de revendications des nationalistes. Ce rapprochement des prisonniers, qui est une demande qui est faite depuis plusieurs années, mais elle arrive aussi, donc cette agression, dans un climat extrêmement tendu entre l'État et la collectivité de Corse. Donc ça fait plusieurs années que les relations ne sont pas au beau fixe, mais ces derniers jours, la tension n'a cessé de monter sur des dossiers comme celui de la desserte maritime entre la Corse et le continent. Merci Marine Stromboni pour ces explications sur le dossier Yvan Colonna. Je rappelle que vous publiez chaque semaine une rubrique sur l'actualité corse dans la Provence. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes habituelles et sur le site internet et l'application laprovence.com.